Des propos complètement délirants de l'ancien secrétaire à la défense britannique, Ben Wallace, sur ce que l'OTAN devrait faire pour repousser Poutine. Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce qui motive Poutine. Poutine est amoureux de l'idée de dominer l'Ukraine, de prendre l'Ukraine. La Crimée, c'est la Russie, et la Russie, c'est la Crimée. En 2014, il l'a déclaré, et si vous lisez ses discours de cette année-là, il compare la Crimée au Mont Sacré. Nous devons donc aider l'Ukraine à obtenir des capacités à longue portée pour rendre la Crimée invivable. Nous devons étouffer la vie en Crimée. Et je pense que si nous faisons cela, Poutine comprendra qu'il a quelque chose à perdre. Si ce n'est pas habitable, ou si cela ne peut pas fonctionner, et ce pont, nous avons besoin de touristes venant d'Allemagne, nous devons écraser ce pont maudit, car c'est une question d'ego. Ce pont est un monument à l'ego de Poutine. Vladimir Poutine. La Russie a prouvé à de nombreuses reprises que lorsque des menaces pèsent sur notre paix et notre sécurité, des menaces contre notre souveraineté et notre État, nous réagissons rapidement. Non, il ne faut pas nous provoquer. Jamais, en aucune circonstance. Cela s'est toujours mal terminé pour les provocateurs, et il n'y aura aucune exception à l'avenir. Aucune. Notre histoire a démontré que la faiblesse est inacceptable, car elle engendre la tentation, l'illusion que tout peut être résolu avec nous par la force, l'indécision ou la faiblesse. La Russie ne montrera jamais cela. C'est quelque chose que nous ne démontrerons jamais, que ceux qui nourrissent le rêve de nous infliger une défaite stratégique le sachent. Il n'y aura pas de défaite stratégique de la Russie. La Russie est prête à tout cela. Et ce sont des mesures assez fortes. Peut-être pouvons-nous commencer avec toi, Larry. C'est de cela que nous parlions sous l'administration Biden. Ces frappes à longue portée, l'approbation de ces frappes à longue portée et le danger qu'elles représentent. Et puis, bien sûr, les propos totalement délirants de l'ancien secrétaire à la défense du Royaume-Uni. Il parle clairement le langage de l'OTAN à propos de la Russie. Qu'en penses-tu? Eh bien, montrer l'intelligence. Frapper avec quoi? Je veux dire, vous savez, il faut avoir quelque chose à lancer. Ce ne sont pas vraiment des missiles à longue portée, ce seraient des missiles à portée intermédiaire, balistiques ou de croisière. Le Tomahawk, Zelensky a demandé le Tomahawk. Mais le problème, c'est que le seul système réellement efficace en Ukraine serait une version lancée depuis le sol. Il n'y a pas beaucoup de ces lanceurs terrestres à proprement parler. Et pour compliquer les choses, en raison de sa capacité à transporter une ogive nucléaire, même si le Tomahawk, le missile de croisière, n'a pas été configuré de cette manière depuis plus de 25 ans. Néanmoins, si un tel système d'armes y était installé, cela entraînerait immédiatement, vous savez, une escalade au-delà de ce que la Russie fait déjà et mettrait les ogives nucléaires tactiques sur la table. Donc vous savez, je pense que c'est peu probable. Mais encore une fois, je pense que les États-Unis jouent en partie un jeu où ils veulent donner l'impression que oui, nous essayons de soutenir, alors que la vie s'épuise dans l'armée ukrainienne. Les Russes réalisent maintenant des avancées assez importantes à Dnipropetrovsk, dans l'oblast de Dnipro. Ils progressent également vers le nord, à Zaporizhia, en remontant essentiellement le fleuve. Ils font des progrès significatifs dans le Donetsk. Il n'y a donc pas un seul secteur du champ de bataille que l'Ukraine puisse désigner en disant « Oh, non seulement nous retenons les Russes, mais nous les repoussons. » Et la Russie augmente le nombre de forces qu'elle déploie dans cette zone. Et pourtant, malgré tout cela, on entend ces affirmations de Trump et de J.D. Vance. J'ai été particulièrement consterné de voir Vance aller dans ce sens. Je pensais vraiment qu'il valait mieux que ça. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais s'associer à ce discours, la Russie perd énormément d'hommes,
subi des pertes massives, ce n'est pas vrai. Mais si c'est ce que Vance et Trump veulent croire, qu'ils le croient, parce que ça va leur retomber dessus. Je reviens sans cesse là-dessus. Vous savez, quand on entend un commentaire de cet ancien ministre britannique de la Défense, un idiot complètement tapageur, ou quand on entend une remarque de Mark Rutte de temps en temps ou de beaucoup de ses petits partenaires juniors de l'OTAN, quand on entend ce genre de propos, selon lesquels la Russie ne serait pas une puissance stratégique, qu'elle n'aurait pas la capacité de faire ceci ou cela, non seulement ils mentent effrontément face aux preuves immédiates qui sont sous leurs yeux, s'ils daignaient les regarder. La Russie possède plus de 6000 ogives nucléaires, mec. De quoi parles-tu quand tu dis qu'elle n'est pas stratégiquement capable? Tu veux tester ça? Tu veux aller jusque-là? Je pense que certaines de ces personnes le veulent vraiment. Je pense que certaines d'entre elles sont complètement perchées sur de mauvaises substances et elles veulent le tester. Nous arrivons peut-être à l'extrémité sud de cet arc de crise en Asie du Sud-Ouest. Comme je l'ai dit, nous pourrions être très proches de ce point. Bon sang, nous n'avons pas un autre endroit en Europe centrale où nous nous approchons autant. Tu menaces la Russie au point qu'elle se sente menacée dans son existence. Ils ont été parfaitement clairs. Ils t'anéantiront. Et ils ont la capacité de t'anéantir plusieurs fois. Gil Doctorow a récemment déclaré qu'au moins parmi l'élite politique, un mécontentement croissant se faisait sentir à l'égard de Poutine, qu'il juge trop doux et trop réservé. Cela peut être vrai. Je ne doute pas que Gil dise ce qu'il comprend. Mais en observant Poutine, après qu'il a prononcé ce discours d'environ 40 minutes, il a été très clair. Écoutez, nous ne voulons nous battre avec personne. Nous aimerions nous entendre avec tout le monde, mais nous ne sommes pas des idiots. Nous reconnaissons l'hostilité et ces actions provocatrices que l'Europe entreprend, et nous y répondrons en conséquence. Et personne ne devrait oser sous-estimer notre détermination. Mais lui, il l'a fait. Vous savez, il ne s'en prend pas à Donald Trump. J'ai vu une citation, il a dit quelque chose comme « Oui, Trump peut être un peu émotif, mais quand on lui parle en privé, il n'est pas si mal. » Ce qui en réalité est vrai, d'après ce que j'ai entendu. Mais Poutine ne montre pas les signes d'un homme sous pression. Il montre les signes de quelqu'un qui dit « Nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous allons accomplir, et nous préférerions le faire diplomatiquement. » Mais si ce n'est pas fait diplomatiquement, ce sera fait militairement. Et Danny, autre chose à propos de cette réunion à Quantico me sidère complètement. Vraiment, tu as Hegseth et Trump qui insinuent, sinon qui disent carrément, que le reste du monde est malfaisant et ignoble. Pas seulement Chicago, pas seulement, tu sais, Portland ou autre. C'est leur nouvelle lubie. Mais ils disent ça du reste du monde depuis un moment. J'ai une nouvelle pour eux. Le reste du monde, ou du moins les 2/3, pensent que c'est nous la vilenie. C'est nous le mal. C'est nous la puissance dans le monde qui nuit à l'avenir de tous les autres. Il ferait bien de se mettre ça dans la tête et d'agir. Sinon, on est fichu. Ursula von der Leyen et le reste de l'Union européenne ont engagé, environ 4 milliards d'euros pour un mur de drones destiné à l'Ukraine. Zelensky demande les missiles Tomahawk, considérés comme des changeurs de jeu. Existe-t-il aujourd'hui au sein de l'OTAN et des États-Unis une capacité qui revient en quelque sorte à dire « D'accord, ces frappes à longue portée sont acceptables, même si elles prolongent le conflit, au point qu'ils deviennent une sorte de guerre sans fin, quelque chose d'imprévisible. » J'imagine qu'aucun de nous n'a de boule de cristal, mais cela pourrait-il mal tourner pour la Russie? Ou bien tout cela est-il une erreur de calcul?
Non, les guerres sans fin. L'Europe n'a pas la profondeur économique, pas plus que les États-Unis, pour soutenir quelque chose de ce genre. Et l'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire. Donc, en réalité, tout cela relève de la logistique. Cela se terminera de la même manière que la guerre terroriste que les États-Unis ont lancée contre la Russie en 1989 avec les Tchétchènes. Cela a duré 10 ans. La Russie a commis quelques erreurs en cours de route, a connu quelques revers ici et là, mais elle a continué à avancer et a finalement transformé la Tchétchénie en une partie pacifique de la Fédération de Russie. Et maintenant, les bataillons et brigades musulmans qui en sortent comptent parmi les combattants les plus redoutables et les Russes les plus patriotes. Vous savez, en Occident, en particulier aux États-Unis, nous n'avons jamais subi de telles pertes. Nous n'avons tout simplement jamais connu le genre de souffrance que la Russie a traversé dans son histoire. Si l'on remonte à la première année de la Grande Guerre patriotique, lorsque l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa, les Russes ont perdu, je crois, 3 à 4 millions de soldats rien que cette première année. C'est un niveau de perte qui aux États-Unis serait inimaginable. Et pourtant, au lieu de s'effondrer en position fœtale et de pleurer par terre, la Russie a encaissé, a avancé et a vaincu les Allemands. Et, vous savez, les États-Unis ont aidé. Mais ce fut en grande partie une victoire des Soviétiques sur l'Allemagne. Ils ont réussi à maintenir et à développer la production industrielle, à produire suffisamment de nourriture pour se nourrir eux-mêmes et à former assez de soldats pour mener la bataille. Je veux dire, au final, 27 millions de Russes, c'était un prix horrifique à payer. Aucun pays au monde n'a perdu plus de personnes. La Chine arrivait en deuxième position. Cela fait donc partie du caractère russe. Alors si Ben Wallace croit stupidement que, oh, si nous faisons exploser ce pont de Crimée, le pont de Kertch, cela va vraiment écraser les Russes, cela montre simplement à quel point cet homme est ignorant, qu'il ne comprend pas l'âme russe, le caractère russe. Et compare cela, Danny, au fait que nous n'avons pas vu de guerre sur notre propre territoire depuis 1865. Comment penses-tu que nous réagirions à cela? Comment penses-tu que nous y ferions face? Oui, oui, oui. Eh bien, colonel Wilkerson, même type de question pour vous à propos du mur de drones. La militarisation constante de l'Europe et de l'OTAN. Et maintenant, la promesse de Tomahawks, ou du moins la demande de Zelensky, avec beaucoup de messages contradictoires de la part des États-Unis sur ce qui va se passer à partir de maintenant. Que pensez-vous de tout cela? Eh bien, tout ce qu'un mur de drones représente, c'est une zone d'exclusion aérienne à basse altitude sous un autre nom. Comment vont-ils faire cela alors que leurs économies s'effondrent? Comment vont-ils faire cela alors qu'ils ne peuvent même pas s'approcher, ne serait-ce que de loin, des 5%? Je doute qu'ils puissent même atteindre 4% du PIB pour la défense. Leurs opinions publiques vont les renverser. Leurs opinions publiques vont les renverser. Il y a actuellement 3 hommes politiquement condamnés en Europe. Macron, Merz et Starmer. Les gouvernements vont tomber, et beaucoup d'autres tomberont aussi, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils ont été entraînés dans une situation, alliance de l'OTAN comprise, qui n'est pas dans leur intérêt. L'OTAN est donc en train de s'effondrer. L'ensemble de l'Union européenne s'effondre à bien des égards, à cause d'un mauvais leadership, de l'autocratie que lui-même représente réellement, et d'une mauvaise gestion économique généralisée. Donc tout ce que la Russie a à faire, c'est littéralement de rester tranquille et de continuer à avancer. Et vous savez, ma grande crainte, c'est qu'ils en arrivent à un point où ils se diront « Eh bien, c'est mûr pour être cueilli ». Je ne pense pas qu'ils le feront, parce que je pense que Larry a raison, tout comme d'autres qui partagent son avis.
La Russie n'a aucun désir d'acquérir de nouveaux territoires. Ce qui l'inquiète, c'est la sécurité de son territoire existant. Et nous avons menacé cette sécurité à plusieurs reprises par la tromperie, la perfidie et des mensonges éhontés depuis 2014. Ils ne nous font plus confiance et ils vont s'assurer que cela ne se reproduise pas lorsqu'ils en auront terminé. Ils vont de nouveau se sentir en sécurité. Dans le Financial Times, la modernisation des missiles russes dépasse les défenses patriotes de l'Ukraine. C'est dans le Financial Times. Les taux d'interception de Kiev diminuent à mesure que les frappes ennemies échappent aux intercepteurs américains dans les dernières secondes. Larry, pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Il mentionne le missile Kinzhal, mais je sais que l'arsenal russe est assez diversifié, avec une variété de missiles à des vitesses différentes, des hypersoniques au plus lents. Comment expliqueriez-vous ce dont il parle ici concernant ce problème? Ce n'est pas seulement que les systèmes patriotes ne sont pas assez nombreux, c'est qu'ils ne peuvent pas intercepter ce que la Russie possède avec les moyens dont dispose l'Ukraine en matière de patriotes. Oui, c'est le moment, capitaine évidence du Financial Times. Merci de nous dire ce que nous savons depuis 3 ans. Écoutez, les Russes, contrairement aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas encore déployé un seul missile hypersonique opérationnel. Et c'est un missile qui voyage au-delà de Mach 6 et qui est manœuvrable. Parce que, vous savez, il existe des missiles balistiques intercontinentaux qui dépassent Mach 6, mais ceux-là, vous les lancez, et c'est un peu comme « j'ai tiré une flèche dans les airs et je ne sais pas où elle est retombée ». Ils suivent une trajectoire gravitationnelle. Alors que les missiles hypersoniques que possède la Russie, au moins 4 variantes, vous savez, le Kinzhal, l'Iskander, j'ai oublié le nom de l'autre, et puis il y a le Zircon. Au moins 4. Les États-Unis n'en ont pas. Et vous savez, la Russie a perfectionné cela au fil des années. Ils ont finalement compris qu'ils pouvaient envoyer des drones comme leur. Le problème pour les Ukrainiens, c'est qu'ils ne savent pas si ce leurre est réel ou non, ou s'ils transportent réellement une ogive. Alors, ils tirent leurs missiles de défense aérienne, et à un certain moment, en particulier avec les batteries de missiles Patriot, Lockheed Martin ne produit qu'environ 550 missiles par an. D'accord? Et ce sont des missiles, pas des lanceurs. Ils produisent bien moins de lanceurs. Nous avons eu une attaque lundi dernier qui a été décrite comme la plus grande attaque de missiles et de drones depuis le début de la guerre. Et pourtant, on a entendu la même chose il y a environ 1 semaine et demie, puis encore 1 semaine et demie avant cela. Alors vous savez, la Russie tire en moyenne presque chaque semaine une salve de 600, 700, voire 800 missiles et drones combinés. Donc si l'on considère que Kiev va essayer d'en abattre seulement la moitié, ils vont lancer leurs missiles Patriot. Et ça signifie qu'ils devront tirer 2 missiles pour 400 cibles. Faites le calcul. 2 fois 400, cela fait 800. Rien que là, c'est presque 2 ans de production de Lockheed Martin. Comme je l'ai dit, le Financial Times a enfin appris à faire des calculs. L'Ukraine se retrouve dans une situation où l'Occident, les États-Unis et l'Europe ne peut pas fabriquer les systèmes de défense antimissiles, ni les missiles eux-mêmes, assez rapidement pour remplacer ce qui est tiré, tandis que la Russie est tout à fait capable d'en produire bien plus vite que les États-Unis et l'Europe réunis. Comment les missiles Tomahawk se comparent-ils à l'arsenal russe? Étant donné qu'il y a eu, je sais que nous en avons parlé dans l'émission, des discussions sur le fait que l'arsenal militaire américain, en général, est très ancien, d'une certaine manière, en ce qui concerne la façon dont la production se déroule aux États-Unis et sa dépendance vis-à-vis des sous-traitants, etc.
Old technology. We took delivery of Tomahawks. Vieille technologie. Nous avons reçu les Tomahawks en 1984 au sein du commandement du Pacifique et immédiatement notre commandant en chef, qui deviendrait plus tard le président de Reagan, Bill Crow, a dit « me faut le D. Je ne veux pas de cette version C, parce que mon plan de guerre consiste non seulement à défendre le Japon, mais aussi à attirer l'attention des Russes sur le front occidental s'ils attaquent en Europe. Et je n'attirerai pas leur attention avec cette petite arme insignifiante que vous m'avez donnée. Il me faut le D. » Le D était la variante nucléaire. Cela en dit long sur le Tomahawk à sa sortie. Même avec les améliorations, même avec tout ce que nous y avons apporté, il reste encore très performant. C'est bien plus coûteux qu'au début des années 1980, et c'est toujours très lent et facile à abattre. Donc je veux dire, si j'étais la Russie, je ne considérerais pas le Tomahawk comme une menace, sous quelque forme que ce soit, à part une piqûre d'épingle là où il pourrait frapper. Et si cette piqûre d'épingle provoque de réels dégâts, eh bien d'accord, ce sont des dégâts. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrête une guerre, ni qui en change le cours. À moins qu'il n'ait augmenté sa portée, si je me souviens bien du PACOM, c'était un missile d'environ 585 000 nautiques. Donc ce n'est pas non plus une portée extraordinairement longue. Et il est lent. Comparé à un Kinzhal, il est très lent. Vladimir Poutine a effectivement répondu aux commentaires de tigre de papier faits par Trump. Il a déclaré « Si nous combattons l'ensemble du bloc de l'OTAN, que nous avançons ainsi, confiants, et que cela fait de nous un tigre de papier, alors qu'est-ce que l'OTAN elle-même » Une réponse plutôt accablante. Larry, quelle est ta réaction à cela? Je mets cela dans la même catégorie que lorsque tu écoutes Ben Hodges, David Petraeus, Mark Kimmitt, tous d'anciens généraux. Je pense qu'ils en ont tous fait partie. Bon, Petraeus n'a jamais dirigé le EUCOM, mais ils se sont toujours moqués des faibles progrès réalisés par les Russes. Ce sont pourtant les mêmes types qui n'ont pas réussi à conquérir l'Irak en 14 ans, ni l'Afghanistan en 20 ans. Donc, en gros, ils ne sont pas bien placés pour donner des leçons. Je pense que la réponse de Poutine est parfaitement juste. On ressent la même chose. Si j'entends Kellogg réciter sa litanie une fois de plus, je vais probablement tomber malade. Le président Alexandre Loukachenko du Bélarus a déclaré qu'à tout moment, les Russes allaient arriver au Bélarus. Je suis curieux de connaître votre réaction à cela, étant donné que lorsque ces frappes à longue portée ont d'abord eu lieu sous l'administration Biden, la Russie a lancé un Iskander. Elle a testé l'Iskander et il a bien frappé l'Ukraine. Pensez-vous que si l'une de ces menaces est mise à exécution par l'Ukraine, si elle recommence à utiliser les renseignements américains pour ses soi-disant frappes à longue ou moyenne portée, la Russie utilisera de nouveau l'Iskander pour envoyer le même type de message. Oh oui, non, je le pense. Je veux dire, ils ont été très clairs, à la fois Lavrov et Poutine, depuis qu'il a dit que l'Occident permettait à ces attaques d'avoir lieu. Et Poutine a été assez explicite, disant « Regardez, ils ne peuvent pas le faire sans que le personnel américain fournisse réellement des informations clés et une implication opérationnelle. » Donc il a dit que ce serait considéré comme un acte de guerre. Ils ne se limiteront pas à une simple réponse. Ils essayent d'éviter cela. Mais si l'Occident continue de faire pression, cette affaire peut rapidement devenir incontrôlable. Tout comme la Première Guerre mondiale a commencé par un assassinat. Et mec, avant que tu t'en rendes compte, le monde entier se bat sur deux fronts. Entêtement. Je suis d'accord, à 100%. Je pense que Poutine a fait preuve de plus que de la circonspection. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu me retenir comme il l'a fait, compte tenu du soutien évident de l'OTAN à l'Ukraine, en Pologne et ailleurs.
D'ailleurs, j'ai entendu ce matin que certaines choses se passent en Pologne et pourraient être très positives. L'une d'elles étant que le nouveau président a présenté un projet de loi visant à déclarer, je crois que c'était les types d'Azov ou le bataillon Azov, peu importe, comme anathème pour la Pologne. La Pologne vient tout juste d'être la cible de cette opération sous faux drapeau dont on n'entend plus parler. Toute cette histoire de drones sous faux drapeau. Tout ce qui en est ressorti, Larry et le colonel Wilkerson, ce sont encore des promesses d'argent pour davantage de drones. Peut-être pouvons-nous conclure ici avec votre évaluation finale de la situation en Ukraine. Car à l'heure actuelle, étant donné que l'administration Trump, le volet diplomatique des discussions entre les États-Unis et la Russie, et tout le reste, semble avoir changé, ou du moins être gelé pour le moment. Et du côté américain, on continue de parler d'escalade, que ce soit avec les cornflakes de Keith Kellogg, comme certains les appellent, ou avec ces discussions incessantes sur des tomahawks qui changeraient la donne. Et l'OTAN, de son côté, semble chercher une guerre permanente avec la Russie. Pendant ce temps, la Russie poursuit son avancée. En fait, on dirait qu'un jour sur deux, un nouveau rapport fait état de frappes sur Kiev, par exemple, encore plus importantes que les précédentes. Non, c'est très simple. Nous sommes en avril 1945, à Berlin. C'est la situation de l'Ukraine. Il n'y a aucune issue, aucun chemin vers la victoire. Qui sait ce que Donald Trump va dire? Heureusement, ça ne s'accompagne généralement pas d'actions, beaucoup de paroles, mais qui sait ce qu'il dira ensuite? Je veux dire, le lundi, il dit une chose sur l'Ukraine, le mardi, il en dit une autre, et le mercredi, il déplace tout vers l'hémisphère occidental. Puis le jeudi, il transforme ce texte-là avec un propos de l'hémisphère occidental, pour parier d'utiliser Rusby afin de combattre les démocrates dans nos villes. Democrats in our cities with the military.